Bonjour à toi, toi qui m'écoutes. Cette vidéo va être un petit peu singulière, je te préviens. C'est un petit peu une bouteille à la mer que je lance. Je te préviens, je vais pas me priver de te dire ce que je pense de manière simple et directe, loin des boniments, de la béatitude, de la soupe de niaiserie que tu peux, enfin, à laquelle tu as droit gratuitement dans les médias de masse, la télévision, les journaux, notamment les journaux gratuits dans le tram et le métro. Voilà, je me présente, je m'appelle Olivier Dufour, je suis docteur en... Mon sujet de thèse était moitié biologie des populations, donc écologie, et moitié informatique, traitement du signal, génie des procédés, bon, tout ça c'est pas très intéressant. Enfin, tout ça pour dire que je suis un passionné de nature, avec des bonnes tendances naturalistes, même si, comme tout un chacun, j'ai des groupes de prédilection. Et donc j'ai poursuivi dans le domaine de la recherche pour développer mon amour de la connaissance, le développement des connaissances et la protection à terme de la planète, entre guillemets, enfin en tout cas la construction d'un monde plus durable. Et je voulais te prévenir, je voudrais m'adresser à tous ceux qui font des études en écologie ou pas, hein. Des gens qui ont des salaires, qui sont salariés pardon, dans des domaines divers et variés et qui envisagent de faire de la recherche en écologie, en environnement. Alors il y a plein de manières de faire de la recherche en environnement, hein, parce qu'en fait, quelqu'un qui est pas capable de distinguer un pigeon bisé d'une tourterelle turque, c'est un très mauvais naturaliste, mais peut-être qu'il travaille au développement d'un biocarburant à partir d'algues avec des rendements excellents, et à terme il aura bien plus d'impact que certains ornithologues qui certes sont très très bons naturalistes, mais dont les créations n'auront pas forcément d'impact sur la préservation du monde du vivant. Je voudrais te mettre en garde parce que justement, si tu es ouais je crois que c'est ça, si tu es ou mu par une envie de protéger ta planète, et que tu te dis qu'un bon moyen c'est d'intégrer le monde de la recherche, et ben à mon avis, tu vas te casser les dents. Alors, c'est pas un avis définitif, hein. Et puis il y a plein de gens passionnés, passionnants dans le monde de la recherche universitaire ou dans la recherche privée, mais il n'y a pas que ça, malheureusement. De la même manière que moi, personnellement, je ne souhaite pas, si j'ai des enfants un jour, qu'ils aillent dans l'éducation nationale, que je rebaptiserai instruction nationale, parce que l'éducation, c'est le travail des parents, et pas de l'État. De la même façon, donc, dans l'instruction nationale, t'as plein de professeurs, mais à titre personnel, je pense que même les plus motivés finissent très rapidement, au mieux dépressifs, pire, finissent par péter un câble et leur amour de la pédagogie se transforme en amertume, en agressivité, voire même en énergie très négative vis-à-vis des enfants. Et bien de la même manière, tu as dans le monde de la recherche publique et privée des structures qui, dans leur fonctionnement, vont corrompre la nature humaine, et tu as en plus des connards, hein. Excuse-moi mais tu as des... C'est pas parce que quelqu'un travaille en écologie que c'est quelqu'un de bien, hein. Il y a des menteurs dans le monde de l'écologie, il y a des manipulateurs dans le monde de l'écologie, il y a des gens qui n'hésitent pas à utiliser l'écologie pour gratter des financements, et ça c'est la version gentille, mais tu as aussi... T'as plein de gens qui n'hésitent pas à utiliser l'écologie et tout ce qu'ils peuvent d'une manière générale pour gravir des échelons en politique. Je te rappelle quand même que la France, c'est un pays pas mal de castes, et ceux qui veulent gravir les échelons sociaux, certains sont prêts à tout. Bon, je vais essayer de te donner des exemples concrets. Déjà, une première chose que j'ai expérimenté en faisant ma thèse, il faut bien comprendre que si tu fais correctement ton travail de thésard, pendant les 6 premiers mois, voire pendant la première année, tu fais à fond ta bibliographie, qui va te permettre de contextualiser ton sujet, d'être pertinent dans les questions que tu te poses, de trouver des éléments de réponse à des questions que tu as déjà, de manière à pas refaire des expériences qui ont déjà été faites et de bénéficier des avancées qui ont déjà eu lieu dans ton domaine. Si tu fais ça correctement, tu vas t'apercevoir assez rapidement que tu as une vision plus large que ton propre directeur de thèse. Et c'est normal, si tu fais vu le temps dont dispose un directeur de thèse, c'est-à-dire normalement directeur de thèse, enfin souvent, hein, surtout s'il dirige une équipe et a fortiori un laboratoire, il n'a plus le temps de faire de la recherche, parce qu'il passe son temps à faire de la recherche de financement, à faire de la relecture. Il fait de la recherche indirectement parce qu'il chapeaute plutôt des thésards, des ingénieurs de recherche, etc., qui, eux, font des papiers en tant que premier auteur. Et donc, tu vois que finalement, en lisant par toi-même, en allant sur Google Scholar éplucher les mots-clés,
finalement tu t'aperçois que vite fait tu risques d'attendre un seuil que finalement tu aurais pu atteindre tout seul, hein, par l'autonomie. Sauf que quand on est salarié, ben on est salarié, donc on est soumis à certains... on est dominé économiquement. Alors je veux pas te faire peur, hein, dominer c'est pas un gros mot, hein. Mais grosso modo, quand tu es salarié, il y a un pouvoir économique qui existe, alors qui n'est pas forcément utilisé, et puis il y a un pouvoir hiérarchique. Ton directeur de thèse, un gros problème dans le monde de la recherche, c'est la hiérarchisation des rapports, je trouve, hein. Directeur de thèse, doctorant. Alors, la plupart des relations entre docteur et doctorant sont conflictuelles, parce que la thèse, je dirais que c'est normal, c'est normal. La thèse, c'est quand même répondre à une question avec originalité, donc c'est-à-dire aller plus loin que personne n'est jamais allé, avec des moyens souvent limités. C'est extrêmement formateur. Le directeur de thèse, il n'est pas là pour être gentil. D'ailleurs, moi-même, dans cette vidéo, je ne vais pas être là pour être gentil, je suis là plutôt pour te respecter et pour te dire avec sincérité, pour t'apporter des éléments de réflexion. Mais le problème, c'est qu'on a constaté que dans les grandes catastrophes, par exemple dans les grandes catastrophes aériennes, mais dans les grandes catastrophes politiques aussi, hein, on a constaté que les catastrophes étaient souvent corrélées, voire même causées par une hiérarchie trop marquée. De manière résumée, dans les catastrophes aériennes, on s'est aperçu que le copilote avait détecté un problème grave et qu'il l'avait anticipé et qu'il l'avait signalé au pilote, mais que du fait d'une hiérarchie très marquée, le pilote avait balayé un simple revers de la manche, ignoré cette remarque, ce qui s'est révélé être une décision catastrophique, mortelle pour beaucoup de personnes. Et ça s'observe aussi sur le plan de la géopolitique, de la stratégie géopolitique, dans certaines guerres, certaines actions militaires qui ont été lancées, parfois par des très mauvaises raisons ou très mal anticipées. Il y a des conseillers qui ont dit aux décisionnaires « ne faites pas ça pour telle ou telle raison », et puis on a fait fi de leurs arguments et patatrac. Et le problème, c'est que il y a quand même ce biais dans le monde de la recherche, dans la relation, dans le couple directeur de recherche doctorant. Le problème, c'est quand le directeur de recherche est malhonnête, c'est-à-dire qu'il a menti lors de la phase de recherche de financement, il a menti. Moi, ça m'est arrivé, hein. J'ai un directeur de recherche qui a dit que son laboratoire avait certains outils informatiques d'analyse, il ne les avait pas du tout, mais vraiment loin d'y être. Ou tout simplement que le directeur de thèse, il a dit qu'il a signé pour un sujet, mais qu'en fait, il a un sujet officieux dans sa tête, et ben du coup, il va rediriger le sujet. Il faut bien comprendre qu'un scientifique, il a quand même un atout sur les gens qui gèrent les portefeuilles. Un scientifique peut facilement, comment dit-on, embrouiller l'esprit d'un gestionnaire de portefeuille. Alors un gestionnaire de portefeuille, qu'est-ce que c'est? Ce sont toutes les personnes qui s'occupent de redistribuer des budgets sur des thématiques, et bon, dans notre cas, c'est des thématiques de recherche. Mais bon, grosso modo, les gens qui accordent de l'argent sont rarement... Déjà, ils ont du mal à évaluer la solidité scientifique des candidatures. Ils se font aider de personnel, d'ailleurs, généralement, soit scientifiques, soit anciens scientifiques issus du monde de la recherche. Mais il faut bien comprendre que les scientifiques sont relativement solidaires entre eux, même s'ils ne s'aiment pas. Ils ont bien compris que quand ils sont appelés à examiner le dossier d'une personne qu'ils connaissent, s'ils poussent vers la validation de ce budget, eh ben, ils pourront obtenir quelque chose derrière. Et le monde de la recherche en écologie crève la dalle, hein. Il y a très peu de financement, enfin il y a beaucoup plus de demandes de financement qu'il n'y a de financement. C'est pour ça qu'il y a des gens extrêmement compétents qui finissent par travailler sans argent, hein. Alors je ne t'encourage pas à faire une thèse sans argent, parce que c'est un peu le conseil que m'a donné Jean-François Mauffret de l'Université de Marseille pendant ma prépa CAPES, hein, et il me déconseillait fortement, et je pense à juste titre, parce que c'est quand même très insultant de se défoncer sur une thématique, de créer de la richesse, mais la société t'envoie ce message que ce que tu fais, c'est même pas suffisamment intéressant, c'est pas de la valeur en fait, puisque tu n'es pas payé. C'est une simplification, mais ça, je pense, hein, en tout cas, moi, je le perçois comme ça. Mais non, malgré ça, ça n'empêche pas que, en fait, je vais te donner l'exemple de Alberto Bertolero en français. C'est un chercheur, un excellent naturaliste spécialisé reptiles, notamment tortues d'Hermann, cistudes d'Europe, Émile lépreuse aussi.
et ornithologue spécialisé goéland dodouin. Je veux dire, je crois que c'était en 1995, 90% des goélands dodouins se retrouvaient à un seul endroit en Catalogne, à Punta Banya, je crois, et c'est lui qui les étudiait, et bénévolement. Ce monsieur, c'est un... entre guillemets, excuse-moi, tu peux pas tester. Hein. Dans son domaine, il n'y a personne qui rivalise, mais de loin. Hein. C'est-à-dire connaissance naturaliste et connaissance de terrain pour aller vérifier quelle est la distribution d'une espèce donnée, faire des captures correctement sans abîmer les individus, sans nuire aux individus, surveiller les populations, surveiller l'évolution des populations d'une année sur l'autre. Il y a personne qui, enfin, c'est le seul, et il accepte depuis même des années, j'ai envie de dire des décennies, il a accepté de travailler bénévolement, pas tout le temps, mais en fait quand il a pas d'heure. Ce sont des gens passionnés, donc en fait de toute façon ils vont faire ce travail. Que le parc régional ou le parc national ait un budget à leur donner, parce qu'en général c'est des gens très appréciés, ils donnent les gens dans les parcs sont des naturalistes passionnés, souvent des gens eux-mêmes pas très bien payés. Quand tu vois un naturaliste qui peut leur apporter des informations de distribution utiles à la conservation réelle, ben, ils ont de l'affection pour eux. Hein. Ils voient que ce sont des passionnés, mais quand il n'y a pas d'argent, ben, ces gens, ils font quand même les suivis. Donc, voilà là, un petit peu la réalité. Et d'ailleurs, ce qu'ils font sont souvent ces travaux bénévolement, voire même subventionnés par les particuliers eux-mêmes, hein, les chercheurs eux-mêmes, les passionnés eux-mêmes. Certains sont beaucoup plus cités, beaucoup plus utiles à la conservation que des résultats acquis par des organismes de recherche subventionnés à coût de 100 000 euros par-ci, 100 000 euros par-là. Je te parle de 100 000 euros, mais c'est rien du tout 100 000 euros. Hein. 100 000 euros, c'est le salaire d'un doctorant en France. Parce qu'en France, on fait des thèses en 3 ans, alors que dans le reste du monde, c'est 4 ou 5 ans. En France, plus malin que tout le monde finance ces gens 3 ans. Et encore, 100 000 euros, tu payes le salaire d'un doctorant pendant 3 ans. Donc, avec 100 000 euros, il n'y a pas du tout le prix du matériel. Hein. Il n'y a pas le prix des déplacements, les frais de fonctionnement, rien du tout. Hein. Ça, c'est juste le salaire. Donc, il faut bien comprendre que le moindre chantier en écologie au début du XXIe siècle, en écologie, c'est plutôt en millions d'euros hein, que ça se passe. Je suis en train de te dire que quelques passionnés qui font ça bénévolement, voire même qui dépensent de l'argent eux-mêmes, ont plus d'impact sur le développement de la connaissance et de la conservation que des projets à plusieurs millions d'euros. Alors, je suis pas en train de dire que tous les projets à millions d'euros ne servent à rien. C'est pas du tout ce que j'ai dit. Je vais pas répéter ce que j'ai dit, mais c'est pas du tout ce que j'ai dit. Alors, gros problème aussi dans le monde de la recherche publique ou privée, il faut bien comprendre qu'un laboratoire, universitaire ou pas, c'est avant tout une entreprise. Et donc, il est soumis au même problème, au même biais que ce que plusieurs sociologues, chercheurs dans le monde de l'entreprise ont déjà démontré. Je vais citer le principe de Parkinson et le principe de Peter. Et je vous invite à aller vous renseigner. Hein. Le principe de Parkinson, ça n'a rien à voir avec la maladie de Parkinson. Je vous renvoie vers ces auteurs parce qu'ils ont décrit en précision ces phénomènes. Moi, je vais faire une simplification. Alors, premièrement, dans ces entreprises, donc dans ces laboratoires, les gens qui sont en place, pas forcément de manière groupée, volontaire, et même, j'ai envie de dire, peut-être même pas forcément de manière consciente, vont s'arranger pour recruter surtout des gens qui ne les menacent pas d'un point de vue intellectuel. C'est-à-dire des gens moins compétents qu'eux et moins innovants. Et malheureusement, c'est quelque chose d'assez humain. Hein. On va pas faire rentrer, on va pas partager les ressources avec quelqu'un qui pourrait nous remplacer et prendre une plus grosse part du gâteau. Est-ce que tu t'imagines un lion avec sa famille et son groupe de lionnes et les quelques lionceaux qui sont ses enfants, est-ce que tu l'imagines accepter un jeune lion fringant dans la force de l'âge, débouler et le tolérer? Non, ça se passe pas comme ça. Et je pense que cette métaphore, on peut la pousser plus loin. Le monde de la recherche, public et privé, ce sont des lions. C'est-à-dire que les gens qui sont des postes de leader, ce sont des gens passionnés, mais ça suffit pas en fait. Si t'es passionné, tu cherches, moi je pense, hein, de ce que j'ai constaté, et je ne prétends pas avoir une expérience exhaustive, mais je te le dis, en France, les gens qui dirigent les équipes, ce sont des gens vicieux. Mais vicieux pas forcément dans le mauvais sens du terme, mais vicieux par nécessité structurelle, parce que celui qui fait des coups de pute, dans certains domaines hiérarchisés, celui qui est prêt à mentir et manipuler, il a un avantage. Hein. On pourrait même qualifier ça d'avantage évolutif. Hein. Il va avoir le poste. Et comme je te dis, en plus, ce qui est ingrat quand tu diriges des équipes de recherche, même pas quand tu diriges des labos, hein, une équipe au sein d'un labo, tu te fais plus de recherche.
c'est quand même un peu compliqué. Il faut être prêt à accepter ça. Et les gens passionnés, non seulement ils n'ont pas envie de faire la pute, de mentir, manipuler, caresser dans le sens du poil, tout le monde, hein, au sein du labo, au sein de l'université, et de manipuler les financeurs aussi. Hein. Alors excuse-moi, je crois que je me suis un petit peu égaré. Je reviens. Donc je disais que dans les laboratoires, on n'engage pas. Enfin, il y a plein de personnes qui, surtout, vont exclure certaines candidatures pour ne pas être menacés eux-mêmes. Il y a en plus, très très connu, c'est un secret de polichinelle, on a l'obligation légale, par exemple, si tu diriges un programme de recherche, si tu es directeur de thèse, que tu as trouvé un financement, tu cherches un candidat. C'est assez humain de chercher un étudiant que tu connais déjà, et puis local. Tu as plus de pouvoir, d'influence, tu le connais mieux, forcément. Même si c'est un étudiant que tu as eu simplement en licence. Enfin, je vais te donner un exemple. Moi, on m'a proposé un financement de thèse. C'était à l'université de Toulon. En fait, j'ai fait ma licence là-bas. Après, j'ai continué mon master dans une autre université. Puis quelques années plus tard, quand j'avais mon diplôme de master en poche, je suis revenu dans cette université pour faire un stage. Et il y a un directeur de recherche, enfin deux directeurs de recherche d'un laboratoire différent de celui où je faisais mon stage, qui était mon professeur en licence, et il m'a approché, il m'a proposé un sujet. Et bon, ça m'a intéressé. C'était dans le domaine de l'écologie. Donc il m'a reçu dans son bureau, dans les couloirs, un peu comme on fait comme on peut d'ailleurs, hein, en fonction du temps disponible. Faut pas sous-estimer la puissance de ce qui se passe dans les couloirs des laboratoires. D'ailleurs, ça c'est encore un truc qu'il faut que tu saches, c'est que il y a beaucoup de décisions qui ont lieu dans les couloirs, en fait, à l'arrache, entre les chercheurs. Et je dis pas ça pour leur cracher dessus, mais c'est peut-être complètement logique et normal. Mais en fait, faut que tu te méfies. Il y a ce qui est marqué sur le papier. Sur le papier, on dit qu'on va examiner ta candidature correctement, qu'on va faire ça avec équité et justesse. Mais en réalité, c'est toujours des humains, hein, donc ça se passe d'humain à humain, souvent dans les couloirs. Donc d'ailleurs, si tu veux intégrer un laboratoire, c'est bien d'envoyer des papiers, des CV. Moi, je t'encourage à y aller physiquement, rechercher les gens, serrer les mains, te manifester, etc., etc. De manière à ce que tu sois dans ce qui se passe dans les couloirs, dans les petites conversations entre deux portes. Et donc, le deuxième gros biais, c'est que chaque salarié tend à sa propre incompétence. Je sais plus quelle est la formule exacte, mais grosso modo, on gravit les échelons dans la hiérarchie des laboratoires publics et privés, jusqu'à ce qu'on arrive à un échelon où on est trop nul en fait. On va terminer sa carrière là-dedans parce qu'on peut plus grimper, c'est trop manifeste, et puis soi-même on sent qu'on n'est plus capable de continuer à progresser, mais pour autant on renonce pas à ses responsabilités alors qu'on est trop nul, on est trop compétent, et du coup ça nuit énormément à toute la dynamique. Et donc toi, si t'es de la force vive, si t'aimes bouger, tout ça, tu vas l'avoir dans l'os, parce que la hiérarchie elle est marquée. Tu feras pas ce que tu veux, tu es un salarié, donc économiquement tu es soumis, hiérarchiquement tu es soumis, voilà. Et il faut bien comprendre que pour beaucoup de thésards deviennent des techniciens de recherche. Comme je l'ai dit, le contexte économique est compliqué, on manque d'argent. Donc, entreprises privées, laboratoires publics, de toute façon, les directeurs de recherche te diront le contraire, mais il y en a plein qui utilisent leurs doctorants comme des techniciens, des ingénieurs de recherche. Alors, c'est très formateur, hein, c'est très intéressant, et puis c'est valorisant quand même, on te donne des responsabilités. Oui, mais le revers de la médaille, c'est que tu suis un programme qui n'a rien à voir avec ton sujet de thèse proprement dit, qui te fait perdre du temps, c'est assez préoccupant. Et toi, si ton souci c'est d'optimiser un peu dans la thématique de l'altruisme efficace, si ton souci c'est d'optimiser tes dépenses énergétiques pour faire de la conservation, mon gars, déjà tu vas ramer, et au bout de quelques mois, quelques années, tu vas te dire non mais c'est pas possible, je vais jamais y arriver avec ces gens-là. Alors un autre problème, peut-être un petit peu spécifique du système français, c'est que dans les laboratoires universitaires, il faut bien comprendre que les mecs qui sont titularisés, donc les HDR, les directeurs de thèse, les professeurs d'université, ils sont invirables. Hein. Une fois que tu as un poste, tu es invirable. Qu'est-ce que ça veut dire invirable ? Ça veut dire que tu as un CDI à vie, hein,
Déjà, c'est pas un système qui encourage la productivité. Hein. Quand tu sais que tu as ton salaire qui va tomber pendant 30 ans, t'as pas du tout le couteau entre les dents qu'un doctorant a. Parce que le doctorant, lui, il a un CDD de 3 ans. Déjà, comme je te l'ai dit, c'est pas très juste que ce soit 3 ans par rapport au reste de l'Europe et aux États-Unis et ailleurs. Et c'est un Kleenex, quoi, le doctorant. Hein. Au bout de 3 ans, il faut qu'il se débrouille. Et d'ailleurs, la précarité des post-doctorants, c'est un sujet qui date pas d'hier, mais c'est assez terrifiant de voir. Moi, j'ai des amis qui sont restés dans le monde de la recherche, qui sont bien plus brillants que moi, bien plus expérimentés. J'ai 30 ans, ils ont 30 ans, on a fait nos études ensemble. Les mecs, ils se font niquer la gueule, quoi. Hein. Excuse-moi mon langage. On les traite vraiment comme de la merde. Hein. C'est des mecs brillants avec une expérience, une culture brillante. On leur fait des CDD d'1 an, on leur renouvelle 3 fois, et puis on leur dit oh, t'inquiète pas, on va te trouver quelque chose. Et puis après ils l'ont dans le baba. Et puis en plus, comme ils engagent des frais, souvent, si on te dit ah oui, t'inquiète, j'aurai quelque chose pour toi. Bon, tu te dis bon bah je reste dans la ville, hein, voire même je déménage pour me rapprocher du laboratoire. Et puis comme t'as rien signé, le jour j'y arrive, on te dit oh bah finalement c'est pas sûr. Ben, du coup, tu tires la langue, tu vas peut-être... ton contrat se termine, pendant 1 mois tu es au chômage, et puis on te rappelle sur un contrat bien moins intéressant que ce qui était prévu, donc en fait tu vas travailler tout autant, voire plus, parce que tu prends de l'expérience, donc on estime qu'on peut te donner plus de choses, tu auras plus de responsabilités de recherche, de pédagogie, de recherche de financement, et on va te faire le truc à l'envers en te disant ouais oui par contre bon ben là on a eu un financement différent, donc au lieu d'être payé 1003, tu seras payé 1002. Voilà, et renseigne-toi, encore une fois, va dans les laboratoires de recherche, non seulement pour serrer la main et discuter avec les gens avec qui tu veux travailler, mais renseigne-toi, tu verras, c'est rempli de mecs entre 30 et 40 ans qui ont des CDD de 6 mois, 1 an, et qui sont pas payés de ouf. Hein. La plupart, c'est en moins de 2000 € par mois. Quand tu vois que les mecs, ils ont étudié jusqu'à 25 ans au moins, ils ont 30, 35 ans, ils sont payés 2000 € et maximum, et ils se font balader d'université en université, c'est-à-dire d'un bout à l'autre de la planète, de labo en labo, pour pouvoir vivre de leur passion. Mais tu vois, c'est encore une forme enfin, la précarité est assez effrayante. Et peut-être que toi, tu veux construire un monde meilleur en écologie, mais en essayant de fonder une famille où tu as envie qu'on te respecte quand même. Alors je reviens à ce que j'étais en train de te dire, que les mecs sont invirables. Qu'est-ce que ça veut dire aussi? Ça veut dire que dans l'absolu, hein, enfin de manière un peu... on se laisse aller, c'est-à-dire qu'un professeur d'université, un directeur de recherche, tu passes 1 heure dans son bureau, la porte fermée, si ça s'entend pas trop ce qui se passe dedans, le mec te parle mal, ou te frappe, ou j'ai envie de dire même te viole. Je donne des exemples un peu extrêmes. Même te met une patate, tu lui rends sa patate, ça dégénère en bagarre générale, et les autres collègues finissent par vous entendre et viennent vous séparer. Même si tu es complètement innocent, vu que tu es doctorant et que lui il est directeur de recherche et qu'il est invirable, c'est toi qui vas jarter, hein, je te le dis tout de suite. Moi, ça m'est arrivé d'être confronté à un directeur de recherche qui réalise des abus, qui n'est pas correct sur plein de points, hein, sur le plan de la recherche intellectuelle, sur le plan humain, etc. etc. En fait, quand je te dis qu'ils sont invirables, c'est que si jamais il y a eu un événement dramatique, il faudrait que tu sois en mesure de prouver que les choses ont bien eu lieu comme tu le présentes. Or, tu es vraiment dans une position de faible. Et ne crois pas, même si tout le monde est au courant dans le laboratoire que ce qu'il a fait avec toi, il l'a fait avec d'autres personnes, ne crois pas que pour autant que tu vas trouver des témoignages. Hein, parce qu'en fait, pour gravir les échelons dans le monde de la recherche, il faut pas faire de vagues. Parce que celui qui est au-dessus de toi, il attend de toi que tu te démerdes pour que tes subalternes à toi ne le fassent jamais suer, qu'il n'y ait pas de problème. Comme je te disais, les directeurs, ils sont déjà blindés en termes temporels, ils n'ont même plus le temps de faire de la recherche, ils font beaucoup d'administratifs et de recherche de financement. Les problèmes des conflits des uns et des autres, ça les intéresse pas. Ils préfèrent largement que personne ne fasse de vagues. Et quand je te disais que ce sont les gens les plus vicieux qui progressent dans la hiérarchie, ce sont les gens qui font le moins de vagues. Donc c'est-à-dire les gens qui se comportent parfois de la manière la plus pleutre, c'est-à-dire
il voit quelque chose qui va pas, hein, d'un point de vue écologique, enfin, avec un partenaire, il y a un partenaire avec qui on travaille, qui fait n'importe quoi, qui respecte pas la loi, qui fait des choses très douteuses. Le problème, c'est que toi, t'es coincé, parce que dans le monde de la recherche, c'est très très mal vu déjà de balancer, et si tu balances, si tu fais des remous, on va te coder cette étiquette de casseur de pieds. Pour te donner un exemple, dans mon labo, il y avait bien sûr plusieurs directeurs d'équipe, plusieurs directeurs de recherche. Et quand me suis dit, bon, ça suffit, c'est trop là ce qui se passe avec mon directeur de thèse, il y avait d'autres... les autres doctorants rencontraient à peu près le même problème que moi avec lui. Peut-être à des degrés moindres, mais enfin, ils savaient tous très bien de quoi je voulais parler. Et les autres directeurs de recherche, directeurs d'équipe, ou les ingénieurs de recherche, ils savaient très bien, c'était un secret de polichinelle, quels étaient les défauts de mon directeur de thèse. Mais il y a un directeur de recherche qui m'a dit Olivier, parce que je lui ai expliqué que j'envisageais de changer de directeur de thèse, et il m'a dit Olivier, je te préviens néanmoins, que moi-même je suis professeur d'université, je suis directeur de recherche. Ton directeur de recherche, il m'a planté de nombreuses fois des couteaux dans le dos, un nombre incalculable de fois, mais même moi, malgré mon rang, nous travaillons ensemble parce que maintenant c'est comme ça dans le monde de la recherche, tu travailles en groupe avec différents laboratoires, voire même différentes universités, et voire même plusieurs universités, plusieurs entreprises privées, plusieurs associations. Ce sont des très gros projets maintenant qui sont favorisés. Donc il me disait, même moi, je souris et je ferme ma gueule. Donc croyez bien que quand vous rentrez par le bas de l'échelle sociale, vous serez invité à fermer votre gueule, même si vous voyez des choses qui sont absolument intolérables vis-à-vis de votre système de valeurs. A fortiori, si vous êtes passionné par la nature et que vous voulez la conserver, il y a fort à parier qu'il y a certaines valeurs qui soient très importantes. Je vous parlais de cette histoire de directeur poignardé dans le dos, mais qui dit rien, qui continue à sourire de face, pour vous illustrer une des choses qui existent, qui ne sont pas forcément connues du grand public, mais encore que, c'est pas propre au monde de la recherche, mais c'est particulièrement problématique dans le monde de la recherche en écologie. Contrairement à ce que beaucoup de niais peuvent vous raconter sur la biologie et l'écologie, les mêmes vices que vous avez dans le reste de la société, vous avez les mêmes exactement dans le monde de la recherche de manière générale. Oui, je reviens sur ce que je te disais, c'est que les scientifiques, de par leur connaissance bibliographique, leur réseau, ils peuvent facilement embuer, manipuler le chaland. Et c'est-à-dire que même si un de leurs partenaires professionnels, par exemple un parc national ou une entreprise privée, suspecte qu'il y a un travail qui a été mal fait ou qui n'est pas fait dans les temps, c'est pas du tout ce qui a été convenu, le chercheur, c'est particulièrement facile pour lui, via son jargon technique et ses pins. Excuse-moi, c'est pins, mais oui, quand tu as des titres universitaires, membre de l'Institut universitaire de France, par exemple, professeur d'université, pour le grand public, même pour les gens qui travaillent dans le monde de la conservation, mais qui sont pas dans la recherche, c'est un peu impressionnant. Le scientifique a cette possibilité de faire valoir cette image d'expert pour déjà de noyer le poisson, et puis en dernier recours de dire un peu ce que disent les médecins quand ils font une connerie, qui te disent eh oh, vous êtes médecin ? Non, hein, je crois pas, donc c'est moi qui sais, vous vous taisez. Bah pareil, le docteur en écologie, a fortiori s'il est HDR, c'est-à-dire habilité à diriger la recherche, voire qu'il est professeur d'université, peut facilement balayer un technicien même un directeur d'équipe de parc national en disant non, mais ça, le travail il est très bien fait, ça marche très bien, c'est juste vous qui êtes trop con. Bon, il le dit pas comme ça, mais il l'emballe dans un jargon technique, pompeux, un vocabulaire. Et puis, comme je vous dis, le réseautage, c'est extrêmement important. Donc, ce directeur de recherche me propose cette thématique, et il me dit que d'un point de vue légal, bon, il m'a choisi avec les deux directeurs, parce qu'ils sont deux, je vous disais, on est OK pour te prendre. Par contre, on est obligé d'organiser des candidatures. La loi, maintenant, oblige à examiner plusieurs personnes, et puis à les recevoir, à s'entretenir, et puis après à justifier de pourquoi on a pris telle personne par rapport à d'autres. Et puis des fois, il n'y a même pas besoin de justifier pourquoi on a privilégié
tel candidat plutôt qu'un autre. Hein. Le fait qu'il y ait eu des entretiens, parfois, suffit. C'est un peu le même principe que les appels d'offres dans le public. Vous savez que si un organisme public a besoin de faire construire un bâtiment, c'est pas le directeur de l'organisme public qui va appeler, je sais pas, n'importe quelle une compagnie de construction immobilière pour lui dire tiens, on t'a choisi toi. Non, et il faut faire un appel d'offres, c'est publié sur des réseaux publics, on reçoit les réponses de tout le monde, examine toutes les réponses. Et, bon. Pareil, de la même façon, normalement ces deux directeurs de recherche, ils devaient faire ça, mais ils m'ont dit, en vrai, dans les couloirs, ils m'ont dit, bon, on va te prendre toi, mais il faut qu'on fasse semblant, entre guillemets, hein, faut qu'on donne le change. Donc ils m'ont demandé de constituer un dossier moi-même, d'étoffer la chose, de mettre mon CV, de rédiger, il y a de la paperasse à remplir. Et pourquoi je te dis ça? Parce que dans l'histoire, doit y avoir au moins 2 personnes qui ont fait des études longues, au moins un master, qui sont venus à l'université alors qu'ils étaient peut-être à l'autre bout de la France, ils ont eu un entretien, mais sauf que l'entretien, ça n'a jamais été prévu en réalité, c'était un faux entretien. Ils ont parlé de sciences, très bien, machin, ils ont fait un entretien, mais il n'a jamais été question de lui accorder à lui, puisque je vous ai dit, la place on m'avait dit officieusement, c'est toi. Et ça se comprend, parce que c'est quand même pratique, enfin les humains aiment bien travailler avec des gens qu'ils connaissent déjà, ils connaissent un peu le background, voire qu'ils ont eux-mêmes formé. Voilà pourquoi finalement... Et ce genre de choses aboutit à un ralentissement de la découverte de la connaissance et de la recherche, puisque tu n'engages pas forcément les gens compétents, tu engages les gens que tu aimes bien engager. Hein, c'est un peu ça. Et donc dans le laboratoire où j'étais, il y avait un jeune homme brillant, un acharné du travail. Hein, lui, il a terminé sa thèse avant 3 ans. Et je le voyais, je cherchais du travail, donc il faisait des déplacements, pendant que je faisais ma thèse, il était toujours dans le labo, il faisait des déplacements, il avait toujours son bureau parce qu'il travaillait sur des papiers en cours, avec ses directeurs de thèse, etc. Il avait son manuscrit à corriger parfois, etc. etc. Donc il faisait des déplacements pour aller candidater à des postes. Et des fois, il revenait de déplacements, alors c'était tout long, donc il allait, je sais pas, à Lyon, Strasbourg, Bordeaux, voire même, je sais pas, en Bretagne ou Paris, c'est quand même pas, tout ça, c'est quand même pas la porte d'à côté, ça a un prix en euros, en énergie, etc. Et des fois, il revenait, mais il était excédé, et il me disait, mais ça, je sais très bien que cet entretien, c'était un entretien fantôme. Donc c'est l'entretien que je vous ai... C'est-à-dire qu'on l'a fait venir parce que il faut faire venir plusieurs doctorants, et puis c'est tout, c'est la loi, mais il sentait très bien que c'était pas lui qui avait le poste, qui aurait le poste. Alors... Je vais changer de registre. Pourquoi tu devrais réfléchir à 2 fois avant de te lancer dans la recherche en écologie ou dans l'écologie professionnelle, entre guillemets, c'est que, si tu veux, il y a une certaine ironie dans le fait d'étudier le monde. Je pense que les physiciens, les astrophysiciens, les mathématiciens ont le même problème. Plus donc tu explores un domaine, et plus tu travailles, plus tu as des résultats, plus tu te rends compte que dans toute ta vie, tu n'auras jamais le temps déjà de répondre aux premières questions que tu avais de manière exhaustive, mais en plus, en creusant, tu as découvert d'autres questions encore plus larges et plus importantes et que tu auras encore moins le temps de découvrir. Pour les différentes raisons que j'ai évoquées, le monde de la recherche est assez limité, c'est une grosse machine assez rouillée. Et la deuxième ironie dans le monde de la nature, c'est que de l'écologie, tu te rends compte que l'ego humain te pousse à croire que tu vas pouvoir par ton intelligence tout comprendre, etc., etc. Mais en fait, l'humain est un observateur. Même si tu aboutis à comprendre des relations entre les variables du genre E égale MC2, c'est passionnant, c'est très utile. Et encore très utile. Faut bien comprendre que la personne qui a des Einstein, c'est pas lui qui a mis en application les outils qui se basent sur cette relation. Et puis il y a des applications qui sont bénéfiques, hein, mais il y a des applications comme la bombe atomique qui sont moins bénéfiques. Enfin, c'est un large débat. La bombe atomique, c'est pas forcément mauvais parce que peut-être ça permet d'équilibrer les pouvoirs et de maintenir une paix militaire, bien que ça n'empêche pas les agressions économiques ou les agressions informatiques. Mais le problème, c'est quand tu utilises mal une bombe atomique, quoi, si tu utilises avec excès. Donc excuse-moi, j'ai fait une digression.
Oui, je te disais que en fait, pendant ma thèse, j'ai compris que tu viens de la nature, tu es un animal à part entière, hein, dans le domaine de la recherche, il y a pas on n'a pas trouvé de critères qui permettent de différencier l'homme de l'animal. On a cru dans un premier temps qu'il y avait que l'homme qui avait conscience de lui, puis on s'est aperçu que c'était faux. Après, on a cru qu'il y avait que chez l'homme qui avait une conscience de l'au-delà, puis on s'est aperçu que non, il y a des animaux qui ont une conscience de l'au-delà également. Après, on a cru que c'était phénomène de culture, il y a que chez l'espèce humaine qu'il y a différentes cultures, et là, non, on s'est aperçu que c'est pas vrai non plus. Donc, je sais pas où ça en est maintenant, mais à ma connaissance, il y a toujours pas de critères discriminants. Et donc, toi, en tant qu'animal, tu viens de la nature, que tu essaies de comprendre, et vis-à-vis de laquelle tu te sens responsable. Mais en réalité, quel est ton degré de responsabilité ? Parce que pour conserver la nature, il faudrait déjà que tu comprennes ce qui se passe. Or, tu ne comprendras jamais la nature, parce que déjà, rien qu'apprendre à reconnaître les espèces, à savoir où elles se situent, à comprendre comment elles fonctionnent, déjà ça ne t'y arrivera pas de toute ta vie, mais en plus, tu peux pas en plus comprendre comment fonctionne la géologie, l'hydrologie, enfin, c'est monumental la quantité de connaissances pour comprendre le monde qui t'entoure. Bon, tu vas me dire, et alors? Mais je vais te dire, c'est que le problème fondamental, c'est que en écologie, tu vas œuvrer à la conservation, mais à la conservation de quoi? Étant donné que tu n'es pas capable de savoir quelle était la situation initiale, quelle est la situation normale, quelle est la situation souhaitable, qu'est-ce que tu veux restaurer? Et en fait, tu vas te rendre compte que ton envie de protéger des espèces, du vivant, c'est plus de l'esthétique et du sentimental que du raisonné et de la recherche. C'est très difficile, quand dans un chantier de restauration écologique, de savoir si ce que tu essaies de recréer, c'est basé sur de la raison plutôt que de l'émotion, des priorités esthétiques, etc. etc. Par exemple, les humains ont tendance à étudier en priorité les espèces qu'ils apprécient eux-mêmes. Par exemple, les oiseaux, les mammifères sont beaucoup plus étudiés que les arthropodes. Et l'ironie, quand tu fais de la recherche en écologie, c'est que tu comprends bien que c'est intéressant sur le principe de comprendre un peu comment ça fonctionne, mais en fait c'est pas du tout indispensable, parce que la nature a absolument pas besoin de toi, ni de tous tes collègues chercheurs, parce qu'elle était déjà là bien avant toi, c'est elle qui a accouché de toi, et la nature en fait en absolu, la seule chose dont elle a besoin, c'est qu'on lui foute la paix. Et si tu veux, l'homme par son ego se place un petit peu comme gardien de l'écologie, enfin gardien de la nature, mais en fait t'es gardien de rien du tout, c'est l'inverse. C'est la nature qui prend soin de toi. Alors voilà, ça pose un problème fondamental, c'est que tu aimerais restituer un bien-être qui t'est fait de cette mère, entre guillemets, mère nature, mais intellectuellement tu es quand même très très limité, tu te rends compte, plus tu creuses, plus tu te rends compte de ton ignorance, tu te rends compte que prétendre qu'est-ce qui serait normal d'avoir comme écosystème à la place de cette friche urbaine, c'est très vaniteux, parce que déjà faire l'état initial, c'est toujours assez partiel et assez subjectif, hein. C'est basé, en général, il n'y a pas beaucoup de preuves historiques, il n'y a pas beaucoup de photos, et les photos c'est assez limité. La présence humaine ne remonte pas à hier, donc même sur les plus anciennes photos, les plus anciens témoignages, il y a déjà eu une activité humaine en amont depuis un certain temps, et puis comme je te disais, l'homme est un animal, donc considérer qu'un écosystème a été aliéné par la présence de l'homme, c'est discutable. C'est discutable, il n'y a pas que l'espèce humaine qui fait de l'agriculture, de l'élevage, qui construit ses foyers, tout ça c'est à prendre en compte. Ne crois pas que dans les laboratoires de recherche en écologie, on a des formules magiques qui permettent de savoir qu'est-ce qui devrait être à tel endroit, parce qu'en plus, la planète évolue depuis des millions d'années, et on en est toujours à essayer de comprendre pourquoi elle a évolué dans le passé. Pourquoi elle a évolué dans tel sens, pourquoi avec telle cyclicité. Donc on n'a même pas compris ça, mais en plus, les paramètres qui avaient lieu dans le passé, c'est pas obligé que ce soit les mêmes dans le futur, puisque justement, ça a évolué de manière cyclique, et que les cycles eux-mêmes ont évolué. Donc tout ça est un joyeux bordel, et tout ça te mène à la conclusion que dans le domaine de l'écologie, rien n'est bon, rien n'est mauvais. En fait, il n'y a que des causes qui ont des conséquences. Ces conséquences sont plus ou moins souhaitables pour l'espèce humaine. C'est sûr que si demain, concentration de méthane dans l'atmosphère augmente dans les proportions suffocantes pour le système pulmonaire des Homo sapiens, ça peut être une catastrophe sanitaire, mais d'un point de vue écologique, est-ce que ce serait une catastrophe?
bah, ça va juste mener à la mortalité de certaines populations, voire la disparition de certaines espèces. Parallèlement, ça va peut-être permettre aussi, par la disparition de ces espèces et par l'apparition d'une nouvelle ressource, l'apparition de dizaines d'espèces. Et en plus, à chaque fois que l'humanité, enfin les populations humaines diminuent en termes d'effectifs, c'est plutôt bon pour la biodiversité, hein, c'est plutôt bon pour la richesse spécifique et oui, à l'augmentation des populations animales et végétales. Donc je crois qu'il faut que tu acceptes que même après des années de recherche en écologie, ce que tu essaies de restaurer dans la nature, c'est très discutable. Et c'est plutôt du subjectif, de l'esthétique, du sentimental. C'est des espèces que tu apprécies. Et aussi que, comme je te disais, la nature, la seule chose dont elle aurait besoin, c'est que tu lui foutes la paix. Et donc, à mon avis, la thématique prioritaire, ce sont les déchets. Parce que ce qui est réellement nouveau, à mon avis, c'est pas tellement les matières que produisent les humains. Alors, produire, je l'emploie au terme de produit dans une réaction chimique. Tu sais, une réaction chimique, il y a des réactifs qui donnent des produits. Il n'y a pas un seul atome qui a disparu dans l'histoire. Hein. Toute la matière et l'énergie se conservent. Donc, les humains ne font que transformer, hein. Quand tu dis produire, en fait, ils ne créent pas de nouvelles molécules. Ce sont des molécules qui existent toutes à l'état naturel. Simplement, par contre, les humains concentrent. Les humains concentrent les métaux pour pouvoir le fondre. Les humains concentrent l'uranium, hein, parce que le problème, c'est pas la radioactivité, c'est la concentration de la radioactivité. L'uranium 235, il y en a partout, dans des petites quantités. Le problème, c'est qu'est-ce qu'on fait des minerais radioactifs enrichis une fois qu'on a extrait l'énergie par fission nucléaire? Donc, à mon avis, là, les enjeux sont surtout là parce que ça va être compliqué pour l'espèce humaine de prédire un peu quel va être l'impact sur l'environnement de ces concentrations extrêmes qui n'existent pas à notre connaissance sur la planète Terre. Je vais essayer de terminer parce que je pense que ça commence à être long. Imagine, tu es un super chercheur que malgré tous les biais que j'ai évoqués, tu arrives à pondre ce qu'Albert Einstein a produit dans son domaine. D'ailleurs, Albert Einstein, c'était pas un très bon mathématicien, je crois, ou c'était pas un très bon physicien, mais il a accouché par la persévérance, l'originalité, enfin je sais pas quel était le secret, j'étais pas là. Il a accouché quand même d'un grand bouleversement dans le domaine de la physique, voire même pour l'humanité. Hein. Je suis assez d'accord qu'il n'y avait pas eu de bouleversement aussi important depuis la maîtrise du feu. Hein. Donc je crois que ça nous ramène au néolithique. Même si tu découvres des choses, tu comprends des choses extrêmement importantes, découvrir c'est bien, appliquer c'est une autre histoire. Et les chercheurs n'appliquent que dalle. Les chercheurs n'appliquent pas, les chercheurs cherchent. Tu vois, il faut bien comprendre que c'est la société qui décide. Le travail d'un chercheur, c'est de dire, bon, il va se passer ça, compte tenu de ce qui s'est passé, de ce qu'on sait, il y a des chances qu'il se passe ça, j'en suis sûr à 80%, et avec tel intervalle à plus ou moins 10%. Quand tu feras de la recherche, tu t'apercevras que rien n'est sûr. Tu lis le journal, t'écoutes la radio ou la télévision, un chercheur n'a pas le même langage qu'un humain normal, parce que rien n'est absolu, on n'est jamais sûr de rien en recherche. Mais quand je te dis qu'on n'est pas sûr, c'est que vraiment on n'est pas sûr. Je te dis, j'en suis sûr à 80%, à plus ou moins 10%, ça veut quand même dire que toi-même tu évalues que le risque est entre 70 et 90%. 90%, c'est quand même pas la même chose que 70%. Et donc j'en reviens au fait que les chercheurs sont dominés économiquement souvent, ils ne produisent rien, ils n'ont aucune force de production, donc ils sont totalement dépendants du bon vouloir de la société ou de quelques entrepreneurs. Les entrepreneurs qui eux-mêmes peuvent être des gens passionnés, hein, mais qui connaissent un peu la loi les lois économiques et qui même s'ils sont passionnés, vont pas développer des choses s'ils n'ont pas de retour sur investissement. Et donc, même si t'es pas un chercheur, l'avantage c'est que si tu as un pouvoir de production, de créativité, d'achat-vente, en fait, il y a possibilité que tu pèses bien plus dans la balance que tout ce que pourront faire l'ensemble de la communauté scientifique si une telle chose existe pendant des siècles. Je vais te donner un exemple. Je sais pas si t'as entendu parler, il y a des gens sur la planète, on dirait qu'ils passent leur vie à planter des arbres. Ils se posent pas trop la question de quelle espèce d'arbre, peut-être, c'est peut-être pas parfait. Mais je te garantis que passer une vie à planter un arbre tous les jours, l'impact que tu as par rapport à un mec payé, même un directeur de recherche brillant, qui a publié dans Nature, pour moi la balance c'est clairement du côté du monsieur qui travaille un peu tous les jours, mais à des choses concrètes. Tu vois, je vais te donner l'exemple de la chasse.
qui est assez mal vu hein, dans le domaine de la conservation, surtout chez les jeunes et les innocents. Enfin, les naïfs. Par exemple, je vais donner l'exemple de la Camargue. Le problème de la Camargue, c'est que c'est un écosystème, c'est une zone humide, en partie saumâtre, en partie dulcaquicole. Le problème, c'est que sous Napoléon III, elle a été complètement endiguée. Donc, le rythme hydrique a été cassé. C'est plus le Rhône qui irrigue, enfin, l'irrigation, l'alimentation en eau douce et en eau de mer, ce n'est plus déterminé par les fluctuations du niveau et les fluctuations de l'emplacement des bras du Rhône ou de la Durance. C'est déterminé par l'humain qui détermine quand est-ce qu'il ouvre les robinets, parce qu'en fait, tout est endigué et il y a des pompes, donc on pompe de l'eau dans le Rhône et on en met quand on veut. Mais sauf que le rythme souhaité par les humains, c'est pas forcément n'a pas grand chose à voir, voire même être peut-être très très décalé, très très différent du rythme qui existait depuis des milliers, des dizaines, des centaines de milliers d'années. Il faut bien comprendre que la Camargue, on en garde une image de milieu naturel, mais en réalité, c'est très anthropisé. Hein. On apprécie d'avoir ce contrôle, nous, humains, parce que ça nous permet, par exemple, de faire de la riziculture. On plante une plante qui n'était pas là spontanément présente. La plupart des espèces de riz sont des espèces sélectionnées, hein, qui n'ont rien à voir avec les espèces de riz originelles. Et d'ailleurs, tu les plantes-les dans un marais, tu vas voir, des variétés agricoles vont se faire bouffer, je sais même pas si elles vont germer, mais elles vont perdre largement la compétition vis-à-vis des autres espèces de végétaux qui poussent au même endroit. Et donc je te parlais de la chasse, tu as des chassés ce sont des terrains vierges gardés par un garde qui est financé par le privé, et des parcelles monstrueuses parfois. Et donc il faut bien comprendre que, alors certes, les chasseurs prélèvent, surtout les bons chasseurs prélèvent que certaines espèces, hein, en fait certaines grosses espèces. Hein. Qu'est-ce qu'ils vont chasser? Ils vont chasser les oiseaux, surtout en Camargue, beaucoup les anatidés, sangliers aussi. Alors dans le cas de la Camargue, le sanglier n'est pas forcément le meilleur exemple. Ils prélèvent pas grand-chose d'autre en fait. Hein. La quantité la richesse d'espèces prélevées par les chasseurs est assez limitée. Et donc, si tu vois les propriétés ou les parcelles de Camargue où la biodiversité est la meilleure, et ça peut être des trucs qui sont la propriété de chasseurs ou de mecs qui n'ont jamais foutu les pieds dans un laboratoire de recherche, n'ont jamais fait de recherche en écologie, voire même ne sont pas particulièrement passionnés par le naturalisme. Ça peut être des propriétaires terriens par héritage. Hein, un mec, papy est mort, j'ai 40 000 hectares de terrain, et j'en ai mon usage personnel, j'en ai les moyens, et puis il est gardé. Il faut bien comprendre que les pouvoirs des polices environnementales sont assez limités, les moyens sont limités. La France est un pays endetté jusqu'au cou, donc les passionnés qui travaillent pour des réserves naturelles, des parcs nationaux, ils n'ont pas des moyens de ouf quand il s'agit de verbaliser des gens. Il y a beaucoup de gens qui échappent à ça. Par contre, quand c'est une entreprise privée, quand c'est, une propriété privée, tu peux grillager déjà, tu es beaucoup plus libre de faire ce que tu veux. D'ailleurs, tu as intérêt, parce que si quelqu'un rentre sur ton terrain, un enfant rentre sur son terrain, se noie, qu'il lui arrive un problème, on peut te dire, oui, mais t'es responsable, mon coco, fallait grillager. Et puis, le garde champêtre, surtout les gardes champêtres dans les coins paumés, c'est pas quelqu'un qui risque de mettre en péril la notoriété d'un parc national. Il peut être particulièrement véhément, très très clair. Hein. Il a un pouvoir, il est là pour défendre une propriété privée. Donc il n'a pas besoin de te citer un article de loi. S'il a envie de te dégager, il te dégage. Donc dans l'absolu, la dernière des crevures du monde néolibéral, agressif, qui fait de la spéculation vraiment nocive sur des produits de première nécessité, au bout de sa carrière, finalement, peut-être que tellement riche qu'il a des immenses propriétés, quel est l'impact sur la conservation? L'impact peut être très très bon. Hein. Voilà, donc c'est un petit peu ironique le domaine de l'écologie, de la gestion de la recherche. Je vais m'arrêter là parce que j'ai pas les idées claires. S'il y en a qui veulent commenter, je les invite à le faire, mais de manière constructive. Hein. Alors pour ceux qui douteraient, j'ai publié dans la revue Ecological Informatics, et j'ai été ensuite reviewer pour Ecological Informatics. D'ailleurs, ça me permet de te parler d'un autre point désagréable des inconvénients du domaine de la recherche. Le principe de la publication, c'est que tu envoies un journal, ton papier, ton expérience, tes résultats, tes conclusions. Ils sont censés l'examiner, soit te demander de faire quelques corrections pour pouvoir publier ensuite, soit ils le rejettent pour X ou Y raison. Et pour faire ça,
Déjà, il y a une première examination qui est faite par l'éditeur. Par exemple, l'éditeur, il n'a pas besoin de contacter un scientifique spécialiste de ton domaine pour rejeter, puisqu'il peut déjà vérifier l'anglais. D'ailleurs, il y a une grosse injustice, par exemple, pour tous les chercheurs qui ne sont pas anglophones nativement. Il y a certains, pour pas dire la majorité des journaux à comité de lecture, qui rejettent un papier dès qu'ils voient que le premier ou le deuxième auteur, ce ne sont pas des anglophones. En fait, ils lisent même pas l'article, ils rejettent en demandant une réexamination de l'anglais utilisé, en disant que c'est pas un anglais correct. Mais en fait, ils n'ont pas lu. Mais statistiquement, vu le nombre de candidatures, et vu effectivement qu'il y a pas mal d'articles qui en premier jet, l'anglais est pas suffisant, statistiquement, c'est dans leur intérêt. Ils économisent du temps, quoi. Mais ça pose problème, puisque on fait perdre du temps à rejeter des articles qui, ça se trouve, sont dans un anglais suffisant, et voire feraient progresser le schmilblick, le monde de la connaissance. Mais, comme c'est pas des anglophones, ploup, et c'est quand même assez dégueulasse pour l'ensemble de la communauté internationale. Bon, alors, une fois que t'as passé ce genre de barrière vérifiée par l'éditeur lui-même, les salariés de l'éditeur, ou les directeurs de chaque filière de l'éditeur, parce qu'il y a plusieurs branches, plusieurs disciplines, ils envoient à des referees, des experts de chaque domaine. Mais le problème, c'est que y a beaucoup de journaux, il n'y a pas beaucoup de spécialistes dans chaque domaine. En général, d'ailleurs, les spécialistes de ton domaine, tu les connais. Tu les connais toi-même. En général, tu les as peut-être même... c'est peut-être des copains à toi, c'est peut-être des ennemis, enfin des gens avec qui tu t'es brouillé, enfin ça arrive. Hein. Et d'ailleurs, moi quand j'ai publié, quand j'ai soumis l'article, des articles qui ont été retenus ou pas, souvent on me demandait de recommander des referees. C'est-à-dire que c'est moi-même qui orientais les choix de l'éditeur pour lui dire, tiens, bah, tu peux contacter tel spécialiste parce que il est dans telle branche. Je me disais, non, mais ils doivent juste s'en servir pour réfléchir, et puis ils doivent vérifier que ma suggestion est cohérente, et puis ils doivent vérifier que je suis pas trop copain avec lui, quoi. Ils doivent vérifier que j'ai pas écrit des publications avec le referees que je recommande. Et ben, en fait, je commence à avoir des gros doutes. Hein. Et quand tu réfléchis, c'est normal, parce que qu'est-ce que tu fais quand tu es un éditeur et tu trouves pas d'experts dans un domaine? Et il y en a pas encore une fois, il y a plein de journaux dans chaque discipline, mais le nombre d'experts est extrêmement limité. Déjà, pour savoir quels sont les experts, ça demande d'avoir une culture bibliographique, scientifique. Tu as celui qui soumet, qui te propose des noms, c'est quand même plus intéressant de te tourner vers eux, spontanément. Et alors, s'ils te proposent rien, et que tu sais pas, que tu n'as pas d'expert, le problème c'est que je suspecte les journaux de se tourner vers des referees qui sont pas trop compétents. Et d'ailleurs, quand Ecological Informatics a accepté mon premier article, peu de temps après, ils m'ont proposé de devenir reviewer dans mathématiques bioacoustique. Mais bon, j'ai trouvé ça un peu cavalier, et je pensais qu'ils avaient un background un peu plus important. J'ai accepté d'ailleurs. D'ailleurs, bon, il faut que tu saches aussi que, là encore, les journaux à comité de lecture, ce sont des entreprises privées, avec les mêmes biais. Les entreprises sont possédées. Celui qui possède, celui qui dirige, celui qui paye tout le monde, comprend bien qu'il a un pouvoir sur tout le reste. Hein. C'est pas parce que c'est le monde de la recherche que ces biais n'existent pas par magie, qui s'évaporent par magie. Donc, le problème, c'est que je pense qu'il y a certains referees qui sont très très jeunes, qui manquent d'expérience, voire de compétences. Parce que j'ai l'impression que des fois, ils vont les chercher, ils raclent les journaux raclent les fonds de tiroir. Et puis, les journaux n'ont pas de justification à te donner pour rejeter tel ou tel article. Ils peuvent t'en donner, mais c'est pas forcément clair ce qu'ils disent. C'est souvent des lettres types de refus. Bon, j'ai pas eu trop ce problème. J'ai pas soumis non plus des masses d'articles, mais sur le papier, en fait, les refus sont très discutables sur le papier. En fait, on devrait rejeter un papier sur des arguments scientifiques, mais en fait, sauf que les journaux, ce sont des entreprises privées qui sont soumises aux règles du capitalisme avec les dérives néolibérales qu'on lui connaît. Donc, qu'est-ce que tu en sais de pourquoi tu as été rejeté? Les journaux, les gens qui sont à la tête des journaux, ils ont leurs priorités, ils ont leur petite, leur feuille de route. Ils essaient de grandir, hein, parce que les journaux sont en compétition. Ils sont eux-mêmes propriétaires d'un groupe,
qui possèdent plein de journaux. Donc c'est pas eux qui les décisions qu'ils ont prises ou ce qui a servi à prendre les décisions, c'est pas forcément des arguments scientifiques. Ça peut être des arguments financiers parce que ça nous arrange de pas parler de tel sujet ou des politiques. Il faut bien comprendre que les résultats de recherche ont des implications politiques et que donc la politique, les médias de grande masse, la société interagit avec les décisions qui sont prises au sein des journaux de comité de lecture. Alors je dis pas que tout le monde est corrompu et que les gens qui travaillent dans les journaux sont des gens cupides, absolument capables d'aucun recul. Mais je te dis que la probabilité que ça n'arrive jamais, elle tend vers zéro, si tu réfléchis bien. Et ce qui m'inquiète, c'est que chaque journal a un guideline for author, des recommandations aux auteurs. C'est-à-dire que quand tu soumets, tu dois retravailler ton article pour qu'au niveau de la forme, il soit exactement comme l'a demandé le journal. Et des fois, c'est pénible, c'est discutable d'un point de vue neurologique, pédagogique, leurs exigences, pardon. Et moi, j'ai constaté, j'avais soumis un article en faisant bien gaffe à respecter la mise en forme. La mise en forme, c'est le plan, les différentes parties de l'article, ça va être le système de citation, parce que quand tu cites un auteur, il y a plein de manières de citer un auteur au niveau de la forme, la numérotation des pages, des figures, est-ce que les figures tu les mets dans l'article, à la fin, dans les annexes, etc. Je vais pas t'embêter plus avec ça, mais j'ai remarqué que en fonction du nom que tu portes, ton journal, le journal, si t'es inconnu au bataillon, ils te font chier grave avec ça, c'est rédhibitoire. Et ils s'en servent, comme je te dis, ils ont énormément de candidatures, donc quand ils trouvent une raison qu'ils peuvent vérifier par eux-mêmes, sans embêter un referees pour t'éjecter, ils s'en privent pas. Mais si tu es un auteur, a fortiori quelqu'un de connu dans ton domaine, qui soumet dans un journal et que tu respectes pas du tout leur forme, il n'y a pas de problème. Bienvenue, comment allez-vous? Donc c'est bien la preuve qu'il y a grave des passe-droits. Il y a des passe-droits évidents. Moi, dans mon exemple, c'est que mon directeur de recherche, il m'avait orienté un de mes co-encadrants de thèse, dans la dernière année de ma thèse, il m'avait aidé à publier dans une revue, c'est de l'ornithologie je crois. Je me suis rendu compte que les publications qu'il avait publiées dans ce journal les dernières années, il respectait absolument pas les recommandations que demandait le journal et auxquelles sont soumises les jeunes chercheurs ou les chercheurs inconnus au bataillon. Est-ce que tu trouves ça logique et est-ce que tu trouves que c'est cohérent vis-à-vis de développement de la connaissance, dans la mesure où tu te rends compte qu'en fait ils vérifient moins quand ils estiment que la personne a une notoriété, elle a un background solide. C'est logique de se dire bon, lui c'est un doctorant, va falloir qu'on fasse plus attention avant d'accepter. Bon, lui il a déjà publié 10 articles chez nous, ça s'est très bien passé, on lâche la bride. Oui, mais seulement si tu fais ça, le problème c'est que tu sais jamais quand est-ce que tu vas laisser passer une ânerie. C'est pas parce que t'es professeur HDR depuis des décennies que t'es infaillible. Voilà, donc je terminerai en disant que l'écologie c'est un problème de la vie de tous les jours et qu'en fait tous les scientifiques du monde, même s'ils se mobilisaient, même s'ils mettaient tous la main au portefeuille pour dispenser leurs économies dans la conservation de la nature, ils auront un impact qui n'a rien à voir avec ce que les particuliers, les gens qui connaissent rien à la nature, ont. Par exemple, si tous les chercheurs en écologie du monde lâchent leur véhicule un peu vieux qui consomme pas mal de carburant pour un véhicule hybride, bon, déjà c'est discutable parce que le bilan d'un point de vue énergétique ressource, il est largement discutable. Même malgré ça, l'impact est ridicule par rapport à si c'est la population à une échelle mondiale significative qui fait ça. Je veux dire, si demain, par exemple, tous les gens du monde résolvent leurs problèmes de fuite d'eau, plein de foyers où il y a les toilettes qui fuient, mais on ne les répare pas parce que c'est pas urgent, puis la facture d'eau, elle est incluse dans les charges, donc on paye pas le surplus d'eau, on paye au forfait. Si l'ensemble de la population, même d'un seul pays, résout ces problèmes de fuite, au niveau de la conservation de la ressource en eau, on a un impact bien meilleur que tout ce qui pourra être fait, à mon sens, dans les décennies, voire dans les siècles à venir, dans les procédés qui utilisent de l'eau.
toutes les économies que pourront faire les chercheurs par la découverte et éventuellement l'application industrielle par des industriels s'ils le décident, tout ça, c'est que chi par rapport à les méthodes connues par tout le monde pour faire des économies d'eau, à savoir pas faire n'importe quoi, pas laisser couler le robinet, etc. Il y a des parties du monde où on laisse le robinet couler à pleine balle pendant des heures. On m'a raconté ça en Géorgie, par exemple. Les gens, ils ouvrent le robinet, grand ouvert, et puis ils s'en vont, ils vont manger au restaurant avec leurs amis, puis ils reviennent, le robinet a coulé entre-temps, tu vois. Pour X ou Y raison culturelle, ou que sais-je. À Marseille, quand je vivais à Marseille pendant mes études, les cantonniers ouvraient les vannes d'eau pour nettoyer les rues. Prétendaient lutter contre la sécheresse induite par le réchauffement climatique, et les enjeux de distribution de l'eau qui vont être problématiques. Et nous, on nettoie les rues. Déjà, nettoyer les rues à l'eau, c'est impressionnant. Mais en plus, c'est que les mecs, ils nettoyaient, mais ils laissaient ouvert après pendant des heures. Hein. Et en fait, on m'expliquait que c'était parce que la commune avait des forfaits. Donc, de toute façon, ils payaient le même prix qu'ils consomment un peu ou pas. Tu te comprends bien que c'est quand même assez ridicule d'essayer de culpabiliser les particuliers sur leur fuite de chasse d'eau, quand le cantonnier du secteur, tous les mois, il consomme 4 tonnes d'eau pour nettoyer 10 mètres de ruelles. Bon, je dis n'importe quoi comme chiffre. Hein. Et par exemple, je te donne l'exemple du covoiturage, Blablacar. Blablacar, c'est un site internet qui est assez récent. Avant Blablacar, il n'y avait pas de covoiturage. Enfin, il y en avait, mais c'était rien du tout en termes d'utilisation. Bon, il y avait surtout le stop, mais le stop, c'est pas le covoiturage Blablacar, parce que, tu vois, Blablacar, ils ont institutionnalisé, ils ont rendu ça classique, et ils ont encouragé des parties de la société, des millions de gens, en fait, à s'intéresser à ça, à faire du covoiturage, alors que ces gens-là voulaient pas faire de stop, ou prendre des gens en stop. C'était pas dans leur culture. Blablacar, quand même, quand tu passes par Blablacar maintenant, t'as un site internet, bon, qui a ses défauts, hein, mais quand même, il y a des cartes, c'est relativement bien fait, ils mettent les algorithmes au service de ces systèmes de réservation. Il y a, en plus, Blablacar s'occupe de faire appliquer certaines valeurs, hein, c'est-à-dire que si tu annules ton voyage au dernier moment, tu es sanctionné, c'est-à-dire que tu récupères pas toute ta mise et il y a une partie qui va quand même dans les poches du conducteur. Le problème du stop ou du covoiturage avant, c'est que tu avais plein de gens qui étaient en retard ou qui te disaient la veille pour le lendemain ou même 1 heure avant ou même 10 minutes avant, non, je peux pas. Tu l'avais dans l'os puisque tu avais perdu une place. Il y a plein de gens aussi qui prenaient ton covoiturage et puis qui n'avaient pas pris l'argent, donc ils te faisaient le coup du « Oh, j'ai pas d'argent, mince, oh, comment on peut s'arranger, machin ?» Et puis quand tu fais un covoiturage sur un long trajet, même un court, t'as pas forcément envie de perdre 3 heures à attendre que l'autre, il monte chez lui, il aille chercher son chéquier ou sa carte bleue, qu'il aille retirer au DAB, tout ça. Tout ça, maintenant, il n'y a même plus besoin de manipuler de l'argent. Blablacar s'occupe des paiements en amont, tout ça est dématérialisé. Même à une époque, et au début de Blablacar, il fallait donner un code au conducteur pour que le passager valide le trajet. Maintenant, il n'y a même plus besoin. Il y a des assurances qui sont incluses dans les tarifs. Alors, c'est vrai que les commissions Blablacar, des fois, sont assez pénibles. Mais dedans, il y a des commissions. Blablacar te fait des tickets de caisse, c'est-à-dire que les professionnels, ils peuvent utiliser maintenant Blablacar pour des déplacements professionnels. Et imagine l'impact sur l'environnement, enfin en tout cas sur les économies de carburant qui sont faites par Blablacar. Or Blablacar, c'est absolument pas public, c'est absolument pas le monde de la recherche, c'est un particulier. C'est un entrepreneur qui a pris un risque, qui a utilisé ses testicules, qui les a posés sur la table, qui a dit « Bon, cette idée, c'est bien beau d'avoir les idées, mais ce qui compte, c'est pas les idées, c'est l'application des idées. » Il a pris le risque économique, et puis bon, en France, le système entrepreneurial, enfin le système de taxation fiscale, administratif est pas forcément ouf, hein, surtout parce que là c'était pas un auto-entrepreneur le gars, hein, il a quand même, c'est des sociétés, donc t'as plein d'obligations, t'as des frais énormes que t'as pas quand t'es auto-entrepreneur, il y a plein de choses que tu peux pas gérer toi-même, et donc Blablacar c'est un exemple de bouleversement dans le mode de consommation qui va avoir un impact extrêmement bénéfique, je pense, sur la conservation de la nature, mais ça n'a rien à voir avec le monde de la recherche. Par exemple, je vais te donner un autre exemple, les batteries lithium, bon, posent des gros problèmes parce que les batteries, c'est pas immortel, et puis les conditions d'extraction des métaux rares
sont parfois catastrophiques, hein, surtout en Asie. Mais n'empêche que demain, ça se trouve là dans 20 ans, le secteur EDF n'existera plus. Tout le monde produira à peu près sa propre électricité. Tout le monde sera en 12 volts. Et les batteries lithium-ion qui maintenant sont fortement critiquées parce que dans leur mode de production, effectivement, il y a des choses pas bien qui se passent et qui sont certaines sont très nocives pour l'environnement, mais peut-être que d'ici, ce sont les premières étapes d'une industrialisation qui va faire que dans 30 ans, 40, 50 ans, on n'utilisera plus de centrales nucléaires, on ne brûlera plus de ressources fossiles pour alimenter un secteur en je sais pas combien, 20 000 volts, je sais pas combien c'est la tension sur les gros portiques. 20 000 volts, qui après arrive dans les résidences, le courant est passé de courant triphasé en monophasé. En plus, le courant passe de 20 000 volts à 230 volts, hein. Après ce secteur, c'est monophasé 230 volts. En plus, chaque appareil électrique que tu branches, enfin, il y a plein de petits appareils, les ordinateurs, les radios, enfin, tous les petits appareils électriques, en fait, qui fonctionnent en 12 volts, entre 12 et 20 volts, à chaque fois avec des pertes d'énergie. C'est quand même plus intéressant de produire ton énergie avec tes panneaux solaires directement entre 12 et 100 volts, on va dire, si tu les mets en série. Tu alimentes un régulateur qui, lui, va produire du 12, du 24 volts, avec des batteries 12-24 derrière. Tu as beaucoup moins de pertes, et tu peux vivre avec ça bien, confortablement, parce que les batteries lithium-ion fer-phosphate, par exemple, offrent les meilleures performances de charge, de décharge lente, de charge. Peut-être qu'elles ont, a priori, c'est ce qui se fait de mieux en termes de nombre de cycles, qu'elles n'ont pas de mémoire de charge, etc., etc. Et puis je terminerai en te disant de faire gaffe aux gens comme Yann Arthus Bertrand ou Nicolas Hulot. Je vais particulièrement parler de Yann Arthus Bertrand parce que c'est lui qui m'inquiète le plus. Yann Arthus Bertrand, c'est un photographe à l'origine, hein. Photographe, vidéaste, alors c'est très joli ce qu'il fait sur la nature. Seulement, si tu t'intéresses au documentaire qu'il a produit, tu t'apercevras que Yann Arthus Bertrand, il s'est servi de sa notoriété. Malgré sa notoriété, il a raconté tout, n'importe quoi. Il a utilisé sa notoriété pour faire de la désinformation. Alors, sauf sur certains sujets où il a peut-être tenu à peu près la route. Mais si tu regardes ces documentaires, d'un documentaire à l'autre, en fonction de l'endroit sur la planète où il se trouve, il raconte tout et son contraire. Et, tu veux dire, il désinforme les gens sur le fonctionnement de l'univers, puisqu'il raconte n'importe quoi, il fait des généralités, il comprend pas ce qu'il raconte. Donc, méfie-toi de ce qui est joli. Méfie-toi de ce qui est joli, c'est pas parce que c'est joli que c'est vrai, c'est pas parce que c'est joli que c'est de l'écologie. Bon, je vais terminer là-dessus, je sens que je suis fatigué, mais je vais peut-être prendre un risque. Tu vas peut-être trouver mon exemple grotesque, mais je sais pas si tu as vu le film Le Navet de Luc Besson qui s'appelle Valérian. C'est un peu symptomatique, ce que je trouve. Dans Valérian, t'as un peuple qui est présenté comme vivant en harmonie dans son écosystème. Et en fait, c'est des espèces de top modèles, hein. Ils sont imberbes, et alors ils vivent sur les écosystèmes dans lesquels ils vivent, c'est complètement aseptisé. C'est une plage, mais en fait on dirait une dalle de béton immense, le machin. Une mer magnifique. Il faut bien comprendre que le mensonge de ce genre de film, qui incruste bien une grosse connerie dans l'imaginaire collectif, c'est que la nature est extrêmement bienveillante à l'égard des humains, des homo sapiens. Or que la réalité, c'est que là où la nature est la meilleure, la biodiversité est la meilleure, c'est les endroits qui sont les plus durs à vivre pour les homo sapiens. Va dans une forêt primaire, vas-y, marche. Tu vas voir sur 10 mètres, je sais pas, tu vas au Gabon, sur 10 mètres, tu peux tomber sur une vipère du Gabon qui peut te tuer, hein, si tu t'approches trop près, et puis tu la verras même pas. Tu les vois dans ces films, tous ces films des Ghostbusters qui te présentent des gens qui vivent en harmonie dans la nature, tu les vois marcher pieds nus et courir pieds nus et se balader à Walpé. Bah, va faire ça dans le milieu naturel, tu vas voir, tu vas choper les parasites, là, les arthropodes bien vénères. Surtout dans les milieux tropicaux, qui sont hémophiles, qui vont te transmettre, voire même des maladies. J'ai une amie qui a travaillé avec des pygmées au Gabon, justement, qui me racontait l'odeur et la particularité des peaux des pygmées. Mais il faut bien comprendre que la peau très particulière,
de ces gens qui vivent véritablement en harmonie, ou en tout cas s'il y a une harmonie, c'est plus eux, ou les aborigènes d'Australie, ou les pygmées, qui sont susceptibles de la connaître que les trous de balles qui vont voir des navets, des productions hollywoodiennes au cinéma, hein, et je me mets dans cette catégorie. Hein. C'est bien sympa de parler d'harmonie dans la nature quand tu vis dans des immeubles en centre-ville. Donc voilà, je t'invite à voir plus loin que le bout de ton nez que les discours de la bonne pensante, qui sont malheureusement des discours bien naïfs et stériles. Et dis-moi si tu as aimé ce contenu, on peut discuter de tout ça dans les commentaires. Alors, encore une fois, mon but c'est d'essayer de participer à ma hauteur à la diffusion de l'écologie, à éviter des désillusions et des pertes de temps sérieuses à des jeunes gens un peu moins expérimentés que moi, et à essayer d'œuvrer justement pour la construction d'un monde plus durable. Et je pense que la construction d'un monde plus durable ne passera pas par le monde de la recherche tel qu'il existe actuellement,